Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Majid, merci d'être là. Merci. C'est vraiment un grand plaisir, surtout que j'ai l'impression que les médias de France et de Navarre se disputent un peu votre présence, donc c'est vraiment un honneur. Tant mieux. Alors, Majid, vous êtes né à Toulouse en 1962 et avez grandi dans les quartiers nord de cette ville finalement pas toujours si rose. Votre anonymat s'achève dans les années 90 lorsque vous prêtez votre voix et votre plume au groupe Zebda. À la suite... Ah, il y en a qui réagissent. Eh oui, c'est monsieur. Et on entend sa voix nous fredonner que l'erreur est humaine, humaine. Alors, à la suite de cette aventure musicale, vous publiez 2 recueils de textes brefs chez Actes Sud. Ah Non, pas là. Et oui, 2 recueils de textes brefs, toujours empreints d'expériences personnelles. Livret de famille en 2004 et La Trempe en 2007. Et vous revenez cette année sur le devant de la scène, mais sous votre casquette d'écrivain, avec Ma part de Gaulois, donc un récit autofictionnel, si l'on peut dire, focalisé essentiellement sur l'année 1981, une année marquée par l'accession au pouvoir de François Mitterrand en France et par la préparation de votre baccalauréat. Alors, une année marquée d'aventure. Donc c'était une année à haut risque en fait pour vous, puisque vous étiez cerné à la fois par les espérances de votre mère qui attendait beaucoup de vous et par les regards et les points aussi de vos camarades du quartier qui vous jugeaient trop différents, trop studieux pour un bico, en somme, trop français pour un frisé. Alors Majid Cherfi, première question, est-ce que le bac vous a rendu plus français ou français tout court ? Je me demande s'il ne m'a pas rendu moins français, parce qu'au fond, ce qu'a oublié l'histoire de France, ce qu'ont oublié les Français, c'est que on débarque, nous, fils d'immigrés, on est français, totalement français. Et que, bizarrement, c'est au fil des années, de la prise de conscience, qu'on devient de moins en moins français. Parce qu'on prend conscience des hostilités. Tiens, on n'est pas bienvenu. Tiens, mon père est une bête de somme. Ma mère ne sait pas lire, ne sait pas écrire, elle ne parle pas français. Elle voudrait que je sois bon à l'école, mais elle ne parle pas français elle-même. Et donc, l'année 81, c'est pour nous, 2e génération, donc, une espèce de prise de conscience politique cette fois. Et donc, c'est les prémices du mouvement Beurre. On se rend compte que des tas d'associations partout en France prennent conscience de notre exclusion. Et donc, il s'agit de faire prendre conscience donc, au futur gouvernement de gauche qu'on voudrait l'égalité des droits. Et donc, quand va arriver Mitterrand, on va revendiquer l'égalité des droits et il va nous donner une carte de résidence, c'est-à-dire une autorisation de rester un peu plus longtemps en France. Et avec l'arrivée de la gauche, si vous voulez, un précipice s'ouvre parce que il y a d'une part une revendication et tout à coup ce qu'on reçoit de ce gouvernement qui promettait la grande fraternité entre les hommes, voilà, c'est une simple carte de résidence et la désillusion commence. Et donc pour répondre à votre question, de 0 à 20 ans finalement, on ne fait que devenir de moins en moins français. Et d'ailleurs, on nous appelle les beurs à ce moment-là. C'est donc qu'on est moins français que ça. Et après, la colère, la revendication, le fait de l'absence de la République dans les quartiers nous rend hostiles à des valeurs auxquelles on croit.
Et donc moi, j'entre dans une schizophrénie que je vais croire momentanée, jusqu'à ce que je me rende compte qu'elle va rester là, et le restera jusqu'à la fin, et me dire, finalement, on n'en meurt pas, donc vivons schizophrène. Dans ce livre, vous rendez un très bel hommage aux filles, aux femmes. Je ne sais pas trop dire si fille ou femme, c'est un statut un peu compliqué. Il y a une sorte de féminité en question. En tout cas, une sorte de genre en question. D'ailleurs, c'est un peu le cas aussi pour les garçons qu'on appelle les PD, quand ils lisent. Alors, c'est un très bel hommage aux femmes, filles, de votre quartier, ces filles, ces femmes qui vous entouraient et auxquelles vous osiez vous mélanger, contrairement au mal qui rôdait dans ce quartier. Alors, quel rôle ont joué ces femmes dans cette conquête ou reconquête de votre part de Gaulois ? La première d'entre elles, c'était ma mère, puisque, à plus de 50 ans aujourd'hui, je l'ai au téléphone, elle me dit « Mais tu crois que tu es arrivé où ?» Alors que j'ai passé mon temps à me dire « Bon, un jour, elle finira par me dire « C'est bien, mon fils, t'as un beau parcours. » Et aujourd'hui, je comprends que jusqu'à la fin, ce sera « Mais tu crois quoi ?» Donc on règle le problème en n'en mourant pas, on n'en meurt pas. Et donc cette femme un jour, elle me dit, ma mère me dit, je me suis occupé de toi. On est 7 frères et sœurs. Je me suis occupé de toi, les autres, j'ai pas eu le temps. Et moi, je la regarde dans les yeux, je me dis, il y a une putain de femme devant moi. Et alors, je sais pas comment lui dire, parce que elle va pas me comprendre. Je vais dire, mais ma parole, mais t'assumes. Et je sens qu'elle assume. Et du coup, un peu plus tard, elle me dit, mais ouais, attends, tu entendras les autres mères dire, j'ai aimé tous mes enfants pareil. Elle me fait ça. Et je me dis, là, il y a quelqu'un en face de moi, quoi. Et c'est pas vrai que les mères aiment tous les enfants pareil, moi c'est toi. Et je sens qu'il y a en fait une espèce de dette, elle est en train de me dire, bon là tu signes ta dette, parce que maintenant que tu as fait ça, le bac, entre autres le bac, il faudra que tu aies le bac. Et alors moi je me retrouve en terminale, donc dans la glandouille des terminales A5 à l'époque, ça voulait dire grosso modo tu vas nulle part. Et oui, 3 langues, voilà, bac de 3 langues, oh, ça doit rappeler quelques souvenirs. Et donc, rock'n'roll, les Clash, Jimi Hendrix, la littérature, Léo Ferré, les filles. Et je sens que putain, ce bac, je vais pas l'avoir, quoi. Et les copains blancs, pardon, se disent, bon, on n'en a rien à branler du bac, c'est un système ultralibéral comme ça qui sanctionne les élèves. Et moi, je leur dis pas d'ailleurs. Ma mère, elle a un couteau sur la table de cuisine. Et si je l'ai pas, je suis séparé en 2. Éventuellement en 3, mais je veux pas fixer la 3e partie. Et voilà ce qui m'arrive. Donc je suis devant l'effroi, devant l'effroi de ce bac. Qu'elle attend, parce qu'au fond, c'est... Alors, il y a évidemment tout un côté marrant de la façon dont je le raconte, mais surtout, si vous voulez, j'ai vécu sous la cendre, fiston. Ma mère, mon père, mes grands-parents, on a tous vécu sous la cendre, et ce bac, ça va être une façon pour nous de sortir de l'obscurité. Et c'est toi qui va sortir la dynastie, ou en fait toute cette histoire de... En fait, vous étiez le coup de poker de votre maman. Le coup de poker, exactement. Le salut, en fait. Ouais. Elle a bien misé. C'est-à-dire que je l'ai eu, et après il y avait il y en a d'autres. Il y avait d'autres étapes. Après il y avait l'Algérie, où il fallait apparaître comme tu vas leur montrer ce que c'est que pour qu'ils en pleurent des larmes de semoule, comme elle dit. Montre-toi qu'ils en pleurent des larmes de semoule. Ouais. Ça doit faire mal. Ouais. Alors c'est un peu difficile en si peu de temps, c'est un peu comme de passer l'oral du bac, finalement, d'aborder tous les sujets qui sont évoqués dans ma part de Gaulois, mais je voudrais insister vraiment sur la langue qui, personnellement, m'a frappée et m'a charmée.
Et c'était vraiment quelque chose de très réjouissant, parce qu'avec l'écriture, vous vous emparez en fait de la langue française et vous lui apportez un souffle vraiment singulier, teinté d'accents très divers. En fait, vous mettez en lumière le métissage qui fait la France. Et cette part de gaulois, c'est aussi cette langue où on a la syntaxe vraiment chaotique des gitans du quartier qui côtoient l'imparfait du subjonctif, des vers des grands poètes français. C'est une mosaïque surprenante. Et puisque... vous vouliez réagir ? Je veux te couper, Amel, sur la langue, justement, parce que moi qui ai basculé dans l'écriture, ça a été le grand drame. C'est qu'à un moment donné, vous êtes là, issu des quartiers, fils de l'immigration, et on voudrait que sa mère puisse vous lire. Mais elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, elle ne parle pas français. Je fais comment ? Et puis, on est avec les copains, non seulement ils sont dans l'échec scolaire, la lecture, les mots, c'est pour eux le premier ennemi, puisque parler bien, c'est parler blanc, donc parler français, donc parler la langue de l'oppresseur, donc parler la langue de l'ennemi. Et moi, je suis adopté par l'ennemi des Français, instituteurs, curés, sœurs, profs en tout genre. Ils me font aimer la France, j'entre en France, et les miens en sont exclus. Et alors, comment on fait quand on veut écrire pour être à la fois dans l'érudition, et être compris par des gens qui ont 4 mots de vocabulaire et qui, en plus, l'écriture ou la lecture représente pour eux 2 frères ennemis qui leur veulent du mal. Et donc, je me suis battu toute ma vie. Alors, c'est aussi un peu pour ça que je n'ai pas publié jusqu'à très tard dans ma vie, parce que, alors, quand c'était des chansons, ça allait. Mais même dans les chansons, quand j'ai voulu être le porte-parole de la jeunesse des banlieues, on est parti avec Zebda, et puis très vite, il n'y a plus qu'un public blanc devant nous. Et je me suis dit, merde, mais où sont les rebeux? Où est la troupe des exclus? Et alors, j'écrivais des textes élaborés, j'évoquais, oui, dans le bruit et l'odeur, je crois, j'évoquais, comment s'appelle-t-elle, cette femme qui... Je crois qu'il cherche le regard de sa femme. Ouais, oui, c'est exact. J'évoquais quelqu'un qui a beaucoup œuvré sur la pédagogie, sur les mômes, comment... Dolto, merci. Bravo. Merci, toi. Il y a des fans, hein. Je fais mon verre en taux, je mets Françoise Dolto. Je ne vais pas être compris par les mômes des cités. Et donc, je me dis, mais ouais, on est devenu blanc. Parce qu'on devient blanc quand on a l'érudition. Et donc, j'ai eu un public qui était comme nous, des gens qui disaient, mais on est OK avec ce que vous proposez comme idée. Et dans l'écriture, ça a été, si vous voulez, mon drame, c'est comment fait-on pour être compris par les parias alors que vous voulez basculer dans l'érudition. Finalement, ça rejoint ce que disait Négar hein, pour des orientales, en fait. Hein, exactement. Que, voilà, quand on a des racines qui puisent ailleurs, ouais. On se traduit. Et finalement, on dit aussi que traduire, c'est toujours trahir. Donc il y a cette part de sentiment de trahison du côté de vos camarades de quartier. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, à mon premier bon point au cours préparatoire, le premier bon point, ça a été la première idée de trahison. Et puis ça ne m'a jamais quitté depuis, jusqu'à ce que je me dise, il faut faire un choix. Et j'ai fait le choix de l'érudition.